Nous allons maintenant évoquer les championnats de France d'échecs des aveugles et des malvoyants qui s'est déroulé à Biarritz du 25 au 29 mai. Éloi Relange, alors c'est une compétition qui existe depuis longtemps, elle existe depuis 1985. En quoi c'est important d'organiser des compétitions également dans le cadre du handicap? Eh bien, bon, les échecs loisirs, le sport échec en loisir, c'est bien, mais enfin, voilà, on se projette quand même en compétition. On a tous envie de faire de la compétition, les personnes en situation de handicap également, et donc c'est un temps pour eux, pour accéder donc au titre de champion de France, qui est quand même prestigieux, qui est très prestigieux, et donc dans un contexte de compétition. Le contexte de compétition, c'est quand même cadré, il y a l'arbitrage, donc c'est pas faire des parties entre amis à la maison ou faire des parties entre amis au club. Il y a un enjeu. On est au championnat de France d'échecs, dans une compétition reconnue, tout à fait cadrée, avec la desserte des titres. Et est-ce qu'on pourrait organiser, est-ce que ça existe, un championnat de France avec des déficients visuels contre des personnes atteintes de syndrome autistique, par exemple? On en parlait tout à l'heure, mais est-ce qu'en compétition, ce serait possible de faire ça? Oui, alors je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que quand on est aveugle, on a les mêmes capacités, à peu de choses près, qu'un valide. C'est-à-dire que moi, si je joue une partie sans voir les pièces, je vais jouer en dessous de mon niveau, mais pas de beaucoup. Donc je suppose que c'est la même chose pour les joueurs non-voyants. Après, pour effectivement les déficiences mentales, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais pour les handicapés moteurs, on va jouer exactement au même niveau qu'un valide. Comme je disais tout à l'heure, avec la souris, où du moment qu'on a un dispositif pour déplacer les pièces, ça se passe quand même dans la tête, la réflexion se passe dans la tête. Donc on peut envisager des compétitions mixtes, mais surtout, moi, c'est-à-dire que j'invite vraiment les personnes en situation de handicap à venir pratiquer avec les valides, parce qu'il n'y a pas de difficulté là-dessus. C'est-à-dire qu'un aveugle peut se présenter à n'importe quel tournoi d'échecs, l'organisateur va l'accepter volontiers, il va être appareillé comme tout le monde, il va jouer contre des joueurs valides pendant tout le tournoi, et ça arrive tout le temps. Éloi Relange, je peux peut-être vous poser une petite colle. Qui s'est imposé dans cette compétition? Vous le savez? C'est une colle. En fait, Yann je ne me rappelle pas de son nom, mais Yann Thévenet, champion de France des aveugles et malvoyants, et Clémentine Cruc, première joueuse. Première joueuse, c'est? On fait la distinction champion de France et championne de France. Donc le sport est complètement inclusif, mixte. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une distinction entre hommes et femmes. Mais néanmoins, c'est une pratique courante. Et donc ils jouent dans le même tournoi, mais il y a un titre pour les femmes et un titre pour les hommes. Mais d'ailleurs, est-ce que les échecs, globalement, c'est plus une pratique masculine ou c'est assez paritaire finalement? Il y a 20% de licenciés qui sont des femmes. Ça fait pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Alors qu'au départ, nous, notre grand vivier de nouveaux venus, c'est les écoles. Et arriver des écoles vers le club, c'est à peu près 50-50. Donc on a un problème qu'on a identifié, qu'on est en train de corriger, de résoudre, pour justement que les jeunes filles qui se mettent à jouer aux échecs, qui arrivent au club d'échecs, n'en repartent pas, en tout cas pas pour des mauvaises raisons. Donc du coup, on travaille là-dessus. Et effectivement, pour recruter des femmes. Pour avoir plus de femmes, parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, c'est un sport ça a dû vous aider, la série Le jeu de la dame, quand même, ça a dû quand même un peu vous aider. Non, mais ça monte. Hein. Mais après, il y a tout un tas de dispositifs. Par exemple, il faut qu'il y ait plus de dirigeantes. On fait des formations de dirigeantes, parce que quand c'est une présidente de club qui va accueillir une maman et sa fille, c'est tout de suite plus rassurant. S'il y a un groupe de filles qui est déjà constitué dans le club, on va rester dans le club. Le problème, c'est que c'est le cercle vicieux. C'est-à-dire que moins il y a de filles, moins il y a de filles. Donc une petite fille qui va arriver dans un club où il n'y a que des garçons... Elle va avoir peur et elle va partir. Voilà, exactement. J'aimerais qu'on parle un petit peu du rôle des arbitres. Est-ce qu'il est différent entre une pratique dite traditionnelle, valide, et une pratique pour les malvoyants? Alors l'arbitre va donc... Notamment, une des grandes parties de son rôle, c'est de donner les appareillements, de récupérer les résultats des parties et de faire qui joue contre qui à la ronde d'après, les appareillements. Donc organiser le tournoi pour que sportivement, à la fin, on ait les parties qui aient lieu, les résultats qui soient enregistrés et le classement qui soit édité. L'arbitre va aussi être appelé à gérer des situations de petits conflits. On ne parle pas d'une bagarre sur l'échiquier, mais par exemple une pièce qui va tomber ou un coup illégal qui va être joué. Un coup illégal, il y a des coups illégaux aux échecs. Oui. Par exemple, on ne voit pas qu'on est en échec et on joue un coup. Bon, ah. C'est extrêmement rare, mais ça peut arriver et donc l'arbitre doit bien réagir. Donc comment est-ce qu'on gère cette situation? Ça, c'est
un des cas qui arrive. Après, on va avoir aussi la tenue de salle. Ça, c'est aussi du rôle de l'arbitrage, que ça soit studieux, qu'il n'y ait pas de bruit, donc que les joueurs puissent être concentrés pour jouer leur partie à fond. Éviter la déconcentration. Mais en tant que joueur, nous, on a dans le groupe des joueurs, la définition d'un bon arbitre, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas. Voilà. D'accord. Donc un excellent arbitrage. Un excellent arbitrage, normalement, on n'intervient jamais. Voilà, c'est ça. Et tout se passe bien. Alors, dans À vos marques, nous nous adressons aux parents d'enfants qui peuvent être en situation de handicap. Comment est-ce qu'aujourd'hui, globalement, ils peuvent s'inscrire et avoir accès à une pratique d'échecs ? Alors, il faut franchir les portes du club. Il n'y a pas de restrictions. Je crois d'ailleurs, Franck, qu'on a un programme pour équiper tous les clubs, notamment l'accès en fauteuil. Pour rassurer les parents qui nous regardent, la grande majorité des clubs en France sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Et effectivement, comme le soulignait Éloi, nous avons un programme et des partenaires qui vont aider à ce que les clubs qui ne le sont pas complètement, pour un handicap physique ou visuel, puissent l'être dans les meilleurs délais. Voilà. Mais les parents, globalement, lorsqu'ils iront dans un club d'échecs, ils auront des conditions d'accès faciles, ne serait-ce que parce que souvent, ça se fait dans des lieux publics et qui sont eux-mêmes astreints à l'accessibilité des lieux publics aux personnes en situation de handicap. Les prochains grands rendez-vous d'échecs, quels sont-ils ? Championnat du monde des déficients visuels à Castelnaudary, que nous aidons à organiser avec une équipe très dynamique de la Ligue régionale d'Occitanie qui porte cela. Et il y a à peu près une centaine de personnes qui vont venir. Il y a les aidants qui sont là, 70 joueurs, plus 60-70 joueurs, plus les aidants qui viennent du monde entier pour jouer ensemble et définir qui sera le futur champion ou la championne du monde des déficients visuels.